Bonjour Denis Coster, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Dora. Tu es docteur anesthésiste réanimateur à la clinique de la Muette à Paris, 16e, mais également une figure engagée dans la longévité et le biohacking en France, car tu es auteur et conférencier donc de 2 ouvrages et donc consacrés au biohacking. Alors aujourd'hui, nous aborderons les sujets de la longévité, du biohacking et surtout de comment ralentir le vieillissement, également optimiser son corps au quotidien pour mieux vivre et plus longtemps, si tu le veux bien. Avec Tout plaisir. d'abord, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours? Ok, bonjour Thomas, bonjour à toute ton audience. Donc effectivement, Denis Coster, médecin anesthésiste réanimateur. J'ai exploré différents pans de la médecine. Évidemment, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, on explore un petit peu tout, puisque le côté réanimateur permet de toucher à peu près à toutes les disciplines médicales. J'ai aussi fait des urgences, j'ai fait du SAMU. Donc ça m'a donné comme ça une vision relativement globale de la médecine classique, je dirais conventionnelle. Je me suis intéressé aussi au côté plus mental. Ça m'a conduit à m'intéresser à l'hypnose, au coaching. Et à peu près vers 40 ans, alors c'est possiblement l'âge, l'âge qui veut ça, je me suis intéressé à la médecine dite anti-âge. On ne l'appelait pas médecine de la longévité à l'époque. Donc voilà, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis intéressé à cette médecine à travers une première formation et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. J'en ai passé après une deuxième. Finalement, l'année dernière, j'ai passé un troisième diplôme universitaire consacré à la longévité. Et je me suis dit finalement, il y a à peu près 2020-2021, je me suis dit que ce qui serait intéressant, ça serait même d'aller un peu au-delà de la prévention, d'aller plus vers une recherche d'optimisation, en sachant pas trop bien ce que j'allais pouvoir mettre dans ce terme, mais en tout cas l'idée c'était d'optimiser le mental et la biologie. Je me disais un petit peu comme si on pouvait créer un espèce de développement personnel, mais axé sur la biologie. Mhm. Et en fait, en discutant avec un ami qui connaît très bien le milieu du développement personnel, puisqu'il avait travaillé notamment avec Tony Robbins, il m'a dit, mais en fait, ce que tu es en train d'expliquer, ta vision, ça s'appelle du biohacking, du biohacking. Vas-y, personne ne connaît ça en France, donc vas-y. Et effectivement, donc j'ai écrit le premier livre en français sur le sujet, le manuel de démarrage du biohacker. J'ai créé une première formation qui n'a pas eu un très bon écho en fait parce que je pense que le public entre guillemets n'était pas prêt. Le mot est un petit peu bizarre, il y a un côté un peu disruptif. J'ai même hésité à le garder. J'avais envisagé d'appeler ça la bio-optimisation et finalement on m'a convaincu de garder le terme biohacking. Et voilà, donc chemin faisant, j'ai vu avec bonheur que ce terme qui semblait un petit peu curieux a pris une certaine ampleur. Parallèlement à ça, certainement par l'intermédiaire de figures comme Brian Johnson, qui est un On en peu extrême, parlera. on y reviendra bien sûr, mais à travers ce genre de figures, beaucoup de personnes, et même des personnes jeunes de ta génération, peuvent s'intéresser non seulement au biohacking en termes d'optimisation, mais également au côté plus longévité, puisque maintenant, même des personnes de 25-30 ans commencent à se poser des questions dès ce jeune âge sur la longévité. Et effectivement, tout ce courant qui semblait un petit peu curieux, un petit peu réservé à une espèce de gens un peu bizarroïdes, ben, c'est développé, c'est démocratisé. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se réclament du biohacking. Alors, pour la petite histoire, en 2021, j'avais protégé à l'INPI le mot biohacking et biohacker. Bon, finalement, comme le mot est devenu très classique, malheureusement, je ne Il peux a pas été avoir de repris, oui. royalties sur ce mot en France. Mais en tout cas, voilà, je suis absolument ravi de voir le développement que ça a. Alors, évidemment, quand il y a du développement, c'est un peu comme tout. Il y a des côtés négatifs, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi et qui disent qu'ils font du biohacking. La longévité, c'est le truc à la mode. Donc, bon, il y a tout un tas de gens plus ou moins bien intentionnés qui se mettent dedans parce qu'ils se disent que c'est le nouvel Eldorado et qu'il y a du pognon à se faire et qui n'ont pas forcément une vision, je dirais, santé et qui ont plus une vision business. Bon, ça, c'est le côté un peu négatif, mais à la rigueur, nous, les soignants, on a besoin aussi de personnes qui sont capables de monter des boîtes de tech, enfin, t'en sais quelque chose, de pouvoir créer des projets, lever des fonds, tout ça, c'est des choses que nous, on ne maîtrise pas. Et, et ce qui est bien, c'est finalement, avec toute cette évolution de biohacking longévité, il y a une espèce de rencontre de ces mondes, et ben, je trouve ça super. Et ça popularise également la santé. Ça popularise également la santé. Alors, ce qui a été
à la fois horrible et extraordinaire pour la santé, c'était justement cette période de 2020-2021 avec le Covid, en fait. Globalement, avant le Covid, les jeunes ne s'intéressaient pas vraiment à leur santé. Et finalement, avec le Covid, tout le monde était cloîtré chez soi. Il y a des personnes âgées qui sont décédées, mais également des personnes jeunes qui sont décédées. Moi, je me souviens que pendant la période Covid, comme ma clinique était fermée, j'étais allé travailler en réanimation. J'avais repris ma casquette de réanimateur. Et effectivement, les personnes qui mouraient étaient souvent relativement jeunes, mais avec souvent des antécédents, du diabète, du surpoids. En tout cas, bien souvent, c'était des jeunes, mais qui avaient quand même des pathologies que l'on voit normalement chez les sujets plus âgés. Et il y a vraiment certainement une prise de conscience qui a été faite par la population, qui s'est intéressée à la santé, qui a repris conscience peut-être que nous étions mortels, et puis finalement que soigner, c'est bien, mais anticiper, prévenir, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, ce qu'on appelle la santé préventive, La santé préventive. qui est de plus en plus en vogue, voilà, chez les jeunes, comme tu le dis très Tout à justement. fait. Alors, quelle différence tu fais entre le biohacking et la longévité? Le biohacking, en fait, c'est, je te dis, sous ce terme un peu geek, un peu peut-être excessif, ça veut tout simplement dire hacker, c'est-à-dire prendre le contrôle. La biologie, c'est prendre le contrôle finalement de notre biologie. L'idée, c'est de rappeler ce mécanisme qui est très connu, la différence entre la génétique et l'épigénétique, hein. Donc la génétique, c'est nos gènes, et on est avec certains gènes, on est avec notre ADN, et c'est globalement immuable. Je dis globalement parce que peut-être qu'à l'avenir, on pourra changer nos gènes, on ne sait pas. Mais donc, en tout cas, on part du principe que la génétique est immuable, mais l'expression des gènes dépend de notre comportement. C'est-à-dire que finalement, par notre comportement, nous pouvons influencer l'expression des gènes. Nous allons donc modifier ce que l'on appelle notre épigénétique. Et finalement, le biohacking, c'est ça. C'est avoir une prise de contrôle de notre génétique à travers nos comportements pour pouvoir influencer sur notre épigénétique. On pourrait dire que voilà, le biohacking, c'est une espèce de coaching biologique axé sur l'épigénétique. Tu vois, on est obligé un peu de faire des périphrases. Alors, tu me demandes la différence avec la longévité. En fait, comme je te dis, le biohacking, c'est un concept qui cherche justement à travailler sur nos gènes, travailler sur notre mode de vie, etc., etc. Mais après, la première question, et ça c'est une question qui est très connue notamment dans le milieu entrepreneurial, c'est le fameux Start with Why. Je ne sais pas si tu connais ce livre, mais en tout cas le fameux Start with Why. Et l'important, c'est pourquoi je fais du biohacking. Je prends toujours l'exemple des bodybuilders. Pour moi, les bodybuilders sont des biohackers. C'est des gens qui ont plein de routines différentes, qui ont utilisé tout un tas d'arsenals plus ou moins naturels, plus ou moins chimiques, plus ou moins légaux, plus ou moins illégaux, mais pour finalement augmenter leur masse musculaire, pour hacker leur biologie. Peut-être parfois au détriment de leur longévité, mais en même temps, ils ont un pourquoi qui est très fort. Ils veulent avoir un physique qui correspond à leur vision du monde. Mais tout ce concept, on peut aussi le mettre sur la longévité. La seule question est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, en fait. On a moyen d'agir sur notre biologie. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire pour augmenter nos capacités physiques, pour, par exemple, être un marathonien qui court plus longtemps, pour être un sprinter qui court plus vite, pour être un bodybuilder qui se lève plus lourd, pour être un entrepreneur qui réfléchit plus vite et mieux, ou bien pour être tout à chacun qui veut prolonger son existence. Donc la question est de savoir pourquoi on va faire les choses. Plus philosophique, pardon, comme concept. Oui, justement, moi j'aime bien mettre un peu finalement de philosophie et de simplicité dans ce terme. Comme je te disais, le problème c'est que c'est ma manière un peu caricaturale d'expliquer les choses, mais comme le terme est devenu à la mode, maintenant, les coachs sportifs qui mangent bio et qui méditent nus sous une cascade, ils disent qu'ils font du biohacking. Et comme ils sont contents parce qu'il y a des publications qui ont montré que le sport, ça permettait la longévité, ils deviennent aussi spécialistes de longévité. Bon, ça me fait un peu rire, mais en même temps, là encore, je te dis, je regarde ça à la fois avec le regard amusé, parfois un peu courroucé de voir ce qui se passe, mais en même temps, j'apprécie l'idée de cette démocratisation qui fait que les gens s'y intéressent. Et de toute façon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ça, que ce soit ce développement de ce coaching, ce développement également de la tech, des applications comme ce que tu as, etc., c'est pas du tout quelque chose qui éloigne les gens des médecins. Bien au contraire, ça permet à la fois aux médecins et aux personnes de pouvoir peut-être se connecter, de pouvoir peut-être mieux se comprendre. Ça permet aussi aux personnes qui s'intéressent à la longévité
de réfléchir, d'avoir des échanges même très riches avec leur médecin. Moi, je vois ça d'une manière plutôt positive. Absolument. C'est ce qu'on partage également. Mm. Alors, on parle beaucoup de biomarqueurs, de marqueurs, de facteurs, justement, de santé. Pour toi, quels sont les plus importants à suivre? Est-ce que c'est la VO2 max? Est-ce que ce serait le sommeil, la nutrition? En fait, tous les marqueurs sont importants. En fait, ce qui est important, c'est globalement de comprendre que chaque marqueur, c'est que une vision extrêmement précise, extrêmement ponctuelle d'un individu. Tu vois, par exemple, si on dit la glycémie, c'est super important. Mais si je te prends ta glycémie alors que tu es à jeun ou ta glycémie après avoir bu 1 litre Coca. de soda, la glycémie ne sera pas la même. Et tu vois, si on regarde une glycémie et une autre, on va se dire, il y a peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un problème. Mais non, en fait, la glycémie, elle n'a de valeur que par rapport à un contexte. C'est pour ça que c'est important. Il n'y a pas de marqueur le plus important que l'autre. Souvent, on cite la VO2 max comme étant vraiment un marqueur très très pertinent par rapport à la longévité, mais on peut très bien supposer qu'une personne qui a un cancer puisse avoir, parce que c'est un ancien sportif, une VO2 max vraiment excellente, mais qui malheureusement a un cancer qui risque de l'emporter assez vite. Donc là encore, la VO2 max est un très bon marqueur, mais tout est une question de contexte. Et il y a une espèce je sais pas, de mode qui s'est lancé à travers des gens qui proposaient des bilans sans ordonnance. Alors parfois, limite, il y a des startups qui se battent. Moi, je demande 250 marqueurs, à moi c'est 310, etc. Et en fait, finalement, le nombre de marqueurs n'a pas vraiment de sens. Il n'a de sens qu'à partir du moment où on a un contexte. Et où tout ça, ça peut être éventuellement croisé avec une VO2 max, avec un DEXA-scan, avec des wearables. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, parce que justement, ils ont beaucoup de clients, ils ont de la data, à justement faire tous ces croisements. Et personnellement, en tant que médecin, moi, je trouve ça super intéressant parce que on a besoin, nous, de data pour avoir des informations et pour savoir après mieux accompagner nos patients. Faire des études à grande échelle, comme Whoop le fait par exemple aux USA. Voilà, c'est incroyable en fait ce que fait Whoop. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'en valeur absolue, Whoop, ça marche pas en fait, parce que, enfin, si je dis ça marche pas, j'exagère, mais c'est très difficile de savoir si il y avait vraiment une corrélation entre la VO2 max que t'annonce ta montre et la vraie VO2 max. C'est pas évident. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est les variations. Et c'est là où c'est déjà beaucoup plus pertinent. Au niveau des variations, à partir du moment où on utilise le même wearable dans les mêmes circonstances, on se dit que les variations, elles sont certainement assez correctes. Et voilà, si des sociétés comme Whoop se permettent de faire ça, c'est génial. De toute façon, la santé préventive a besoin aussi de technologie, bien sûr, mais également, je dirais, d'un afflux d'argent que la sécurité sociale ne peut pas apporter. Alors, la sécurité sociale pousse quand même à la prévention et elle a fait énormément de progrès. Et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de médecine préventive en médecine générale et c'est tant mieux. Mais tout ce dont tu me parles, que ce soit Whoop ou ce genre de projet, effectivement, nécessite un argent que la sécurité sociale n'a pas. C'est par exemple en Angleterre, je crois que c'est le patron de Spotify qui a ouvert une espèce de clinique avec des biomarqueurs, etc. Oui, super, génial. Merci à ces gens-là qui acceptent de mettre de l'argent dans la santé, au contraire. Il y en a beaucoup. Bill Gates notamment. Enfin, Bill Gates aussi, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler des mitochondries? Ah, on peut parler des mitochondries, bien sûr. Quelle est la place justement des mitochondries dans la longévité? Alors en fait, ce qui est intéressant, et là encore, je vais te reprendre cette idée du contexte. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on vieillit. En fait, l'idée de ralentir le vieillissement, c'est de faire en sorte d'agir sur les marqueurs du vieillissement. En 2013, il y a une étude très intéressante par Lopez-Autin qui a sorti 9 marqueurs du vieillissement, dont les mitochondries d'ailleurs. Et les chercheurs sont arrivés maintenant à 12 marqueurs du vieillissement. La dernière étude, donc c'est 2023 de Lopez-Autin. Bon, il y a certaines personnes qui se demandent si on ne pourrait pas rajouter 2 autres, mais bon, on va rester sur les 12 marqueurs. Ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a 12 marqueurs du vieillissement, on les appelle les 12 hallmarks of aging. Et ces 12 marqueurs ont l'intérêt d'être modifiés quand il y a le vieillissement qui apparaît. Et il semble que quand on arrive à lutter contre le vieillissement, ces marqueurs peuvent également se modifier dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment des marqueurs qui marchent dans les deux sens. Première chose, ces marqueurs, ils sont biologiques.
deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce sont les mêmes marqueurs qui sont liés aux maladies du vieillissement. Les maladies du vieillissement, essentiellement, c'est celles qui nous tuent, puisque fort heureusement, on meurt moins de guerre et d'accidents, encore que la guerre nous pend au nez. Mais en général, on meurt de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies métaboliques type diabète, et on meurt aussi de maladies neurodégénératives, même si, en fait, elles ne tuent pas vraiment, mais elles nous tuent à petit feu. Après, il y a d'autres maladies comme les maladies respiratoires ou les maladies rénales, qui également peuvent au finish nous tuer. Eh bien, ces fameux marqueurs dont je parlais du vieillissement, les hallmarks of aging, sont aussi présents dans les maladies du vieillissement. Donc c'est vrai que ça paraît un peu intuitif, on se dit que si on arrive à agir sur ces marqueurs, on va non seulement agir sur le vieillissement lui-même, mais a priori, on pourrait faire de la prévention des maladies chroniques. Et donc pour revenir à ta question après cette longue digression, parmi ces marqueurs, il y a effectivement les mitochondries, ce sont des petits organismes intracellulaires qui sont là pour préparer la cellule à avoir de l'énergie. En fait, les cellules les cellules animales qui nous constituent, il y a très longtemps, se sont unies à des bactéries. En fait, les mitochondries sont des bactéries qui se sont unies aux cellules animales pour finalement partager un destin commun. Les cellules animales donnent à manger aux mitochondries, en échange de quoi les mitochondries donnent de l'énergie à la cellule animale, et sous la forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est extrêmement importante parce que effectivement, elle est liée à tout un tas de mécanismes biochimiques pour la synthétiser, notamment entre autres le NAD, etc., qui, semble-t-il, serait également un marqueur biologique de l'avancée en âge. Donc c'est vraiment un point de focus très intéressant, la mitochondrie. On se dit que si on a de bonnes mitochondries, on a de l'énergie. Si on a de l'énergie, on a des cellules qui se divisent bien. Si on a des cellules qui se divisent bien, on a a priori des cellules qui vont pouvoir vivre longtemps. Ok. On a fait les mitochondries. Place à la santé intestinale et le microbiote. Quel rôle ça joue dans la longévité également? Alors, le microbiote n'était pas dans les marqueurs initiaux, dans les premiers marqueurs initiaux du vieillissement. Ils ont été intégrés depuis parce qu'effectivement, le microbiote a une influence au niveau de la longévité. C'est encore beaucoup avec des recherches, mais en tout cas, par exemple, il semblerait que, ce que je veux dire, c'est un peu glauque, mais que des transpositions fécales, c'est-à-dire finalement prendre des gélules de caca, entre guillemets, de personnes en bonne santé quand on est en mauvaise santé, pourrait permettre de modifier notre microbiote et d'avoir une meilleure santé. Bon, tout ça, c'est encore très expérimental. Le microbiote, c'est un domaine très particulier. C'est vraiment un point de recherche qui est extrêmement spécifique. Les liens avec le microbiote et la longévité, ça passe entre autres par l'immunité. L'immunité est extrêmement tributaire du microbiote. Après, ça marche aussi au niveau de l'équilibre intestinal. L'équilibre intestinal permet d'éviter une inflammation. L'inflammation renforce le vieillissement. Donc effectivement, un bon microbiote, ça diminue l'inflammation, ça évite ce qu'on appelle l'inflamm aging, c'est-à-dire le vieillissement accéléré par l'inflammation. Un cercle vertueux. Un cercle vertueux. On va se pencher sur l'hormèse maintenant. Ouais. Et pourquoi pas après parler aussi pour l'hormèse et pour les sportifs, pour Mhm. ceux qui nous écoutent. Justement, est-ce que tu peux définir déjà l'hormèse, ce que c'est? Eh bien, l'hormèse, en fait, on va revenir à la mitochondrie, parce que c'est comme ça qu'on comprend très bien l'hormèse. En fait, quand on fait un effort, quand on pousse notre corps, ou notre esprit d'ailleurs, à aller au-delà de sa zone de confort, ça peut par exemple s'exposer au froid, s'exposer au chaud, faire de la musculation intense, courir des sprints, ou alors se mettre à réfléchir très intensément à des problèmes complexes, tout ça, ça finalement apporte un certain inconfort au corps. Ça modifie un peu cette espèce d'équilibre qui nous permet d'être à peu près tranquille au jour le jour. Eh bien, quand on exige de notre corps et de notre esprit plus, on va demander plus d'énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à nos mitochondries de produire plus d'ATP. Quand une mitochondrie fabrique de l'ATP, elle crée des déchets. Ce sont ces fameux oxydants. Et en fait, plus elle produit d'énergie, plus elle produit des déchets, et plus il faut évidemment s'en débarrasser. Eh bien en fait, quand on stretch quelque part notre corps, quand on le pousse un petit peu au-delà de ses limites, on oblige nos mitochondries à pouvoir activer des mécanismes antioxydants bien plus puissants, bien plus rapides. Et donc finalement, on permet à la mitochondrie d'être plus forte, d'être plus résiliente, ce qu'on appelle la mitohormèse. Donc ça, c'est au niveau vraiment cellulaire dont je te parle. Et tout ça, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un corps ou un esprit, mais qui va être plus fort,
plus résistant, plus résilient, plus antifragile. Alors, je vais définir un peu ces termes. La résistance, c'est j'appuie et ça résiste, c'est dur. La résilience, c'est j'appuie, ça plie et ça revient à son point de départ en total équilibre. L'antifragilité, c'est j'appuie et c'est de plus en plus difficile d'appuyer. Donc en fait, l'idée, c'est de renforcer le corps et l'esprit à travers des pratiques qui vont justement chercher à créer un certain inconfort, un certain déséquilibre, forcer donc le corps à aller au-delà de ses limites. Est-ce que tu aurais des exemples? Alors effectivement, on parle souvent des bains froids, puisque voilà, bah forcément, quand on s'expose au froid, notre corps il doit rester à 37 degrés. Alors, rester à 37 degrés quand on est dans une atmosphère tempérée, c'est facile. Rester à 37 degrés quand tout l'extérieur est à 1, 2, 3 degrés, c'est très difficile. Donc, ça renforce aussi le corps par le développement de certaines protéines, le cold shock protéines. On a le même principe quand on s'expose au chaud avec du sauna. On va s'exposer au sauna, on va créer ce qu'on appelle les heat shock protéines. Donc, en tout cas, on crée toute une espèce de cascade moléculaire qui va rendre le corps plus fort, plus résilient. C'est pareil par rapport au sport, quand on fait par exemple de la musculation ou des sports un peu à impact, comme le running, où en fait à chaque fois on a un impact, ça va obliger nos muscles à sécréter des substances qu'on appelle les myokines, et les myokines ont un effet anti-aging. Donc voilà, toutes ces choses-là qui permettent de pousser le corps un petit peu au-delà de ses limites, et ben c'est bon pour l'hormèse, c'est bon pour la longévité. Le jeûne aussi, alors je ne suis pas forcément un partisan excessif du jeûne, mais en tout cas le jeûne est également une forme d'hormèse. Après, on peut avoir des techniques d'hormèse un petit peu plus complexes, comme ce qu'on peut obtenir avec la respiration. Quand on hyperventile, en fait, on va se mettre en hypocapnie, on va modifier les échanges gazeux au niveau de nos cellules. Ça va être une hormèse. À l'inverse, on peut aussi utiliser des éléments avec des masques un peu particuliers qui permettent de diminuer la fraction inspirée d'oxygène. Normalement, on respire à 21% d'oxygène, et ben on peut baisser jusqu'à 18, 17. Et effectivement, ça apporte, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, hein, j'ai eu l'occasion de le faire, je n'avais pas vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose, mais effectivement, je voyais au niveau du capteur que ma concentration d'oxygène baissait, et donc finalement, j'oblige mes cellules à faire avec moins d'oxygène et à se débrouiller. Et c'est finalement ce qui se passe avec les alpinistes, Simuler l'altitude, ou justement. voilà, tous ceux qui sont dans l'altitude. Et on sait très bien que l'altitude, ça renforce, ça renforce le pouvoir, entre guillemets, des cellules. Alors, quelle est la différence entre donc, le stress, le bon stress, on appelle ça stress et distress, Ouais. entre le bon et justement le mauvais stress? lors de Moi, j'aime l'hormèse. bien toujours reprendre, quand on me pose cette question, une anecdote que je raconte. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà écouté mes podcasts, ils risquent d'entendre aussi encore cette anecdote. Mais quoi qu'il en soit, quand j'étais jeune étudiant, j'avais demandé justement à un psychiatre, j'ai discuté avec un psychiatre et je lui avais dit, mais en fait, on est tous un peu zinzin, on devrait tous aller voir un psychiatre. Et il m'a sorti cette phrase exceptionnelle qui est: la différence entre le normal et le pathologique, c'est la souffrance. J'ai jamais oublié ça. J'avais 20 ans quand il m'a sorti ça. J'ai jamais oublié. Je trouve que cette phrase, elle est exceptionnelle. Et ben voilà ce qui va vraiment expliquer la différence, je dirais, entre le stress et le distress. À partir du moment où tu as un stress, mais finalement où tu te dis waouh, j'ai un stress, mais qu'est-ce que je me sens bien. Par exemple, je sais pas, mettons que tu adores le ski, tu te dis mais j'ai jamais fait cette piste noire, vraiment, je veux vraiment la faire, tu vois. Et tu as un stress, mais tu es bien. Et bien à partir du moment où tu es bien, à ce moment-là, c'est du stress, c'est ok, c'est cool, c'est ce qui te permet de te dépasser. Si tu es en haut de ta piste noire et que tu dis oh là là, maman, j'ai peur, finalement, je vais reprendre le télésiège dans l'autre sens, et que tu arrives comme ça à la station complètement tremblotant en disant oh là là, mais plus jamais ça, oh là là, vite, faut que j'aille faire de l'EMDR parce que j'ai eu un trauma, ben ouais, ça, c'est du mauvais stress. Ok. Donc tu viens de répondre à ma prochaine question. Donc comment savoir si on est dans la bonne zone de stress? Tu dirais que c'est sortir de sa zone de confort, mais rester quand même. Exactement. En fait, il faut savoir ce que c'est le stress. En fait, le stress, je dirais, le mauvais stress, c'est une inadéquation entre ce qui est exigé de toi et tes capacités. Si tu as trop de capacités par rapport à l'exigence, tu t'ennuies. Si tu as trop d'exigences par rapport à tes capacités, t'es pas bien. Ce qui est super, c'est d'avoir, je dirais, un tout petit peu plus d'exigence que tes capacités, mais vraiment un tout petit peu plus, juste pour un petit peu aller chercher
le petit pourcent supplémentaire, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur le métabolisme du glucose? Oui, bien Tu sûr. as commencé à en discuter. Est-ce que c'est vraiment au centre du vieillissement? Et quelle place ça joue justement dans la longévité? Oui, alors bon, alors déjà le glucose, c'est pas l'ennemi, hein, le glucose, on en a besoin, notre cerveau se nourrit de glucose. Alors certes, quand on fait du jeûne prolongé, certes avec le régime cétogène, qui est pas forcément une panacée, et qui est même pas du tout à conseiller, notre cerveau il peut passer en mode cétose et il peut manger des corps cétoniques, ok, mais d'une manière globale, on a besoin de sucre, on a besoin de glucose dans notre sang. Effectivement, il faut éviter de dépasser, on va dire, 1 gramme par décilitre en général. C'est la dose qu'on recommande. Mais d'une manière très claire, hein, il suffit de voir quelqu'un en hypoglycémie pour savoir que ça va pas, quoi. Une hypoglycémie, ça peut créer ça peut engendrer des épilepsies. On n'est pas bien quand on a une hypoglycémie. Donc voilà, déjà de base. Donc l'important, c'est de considérer non pas tant le taux de sucre, parce que celui-là, il est très variable, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question par rapport à l'insuline. Effectivement, quand on a trop de sucre, on sécrète beaucoup d'insuline. Au fur et à mesure qu'on sécrète cette insuline, notre corps, nos cellules deviennent plus résistantes à l'insuline. C'est-à-dire qu'elles ont moins la capacité de faire rentrer le sucre dans les cellules. En fait, l'insuline, ça sert à quoi? Ça sert à faire rentrer le glucose dans la cellule. Mais quand il y a trop de sucre, trop de sécrétion d'insuline, bah, finalement, les cellules, elles, entre guillemets, elles sont fatiguées. C'est un peu cuculapraline de dire ça, mais elles sont fatiguées et l'insuline ne fait plus vraiment son rôle, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. L'insuline reste à un niveau élevé, n'a plus d'action, et ça peut avoir des effets inflammatoires. On sait que l'hyperinsulinisme, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire hyperglycémie, hyperinsulinisme, problèmes cardiovasculaires, et puis potentiellement cancer, maladie d'Alzheimer. Enfin, c'est le début des embêtements. Ok. Par rapport à ça, quand est-ce que le corps commence réellement à décliner? Ah, quand est-ce qu'il commence à décliner? Alors, ben, là encore, c'est compliqué parce que ça dépend des facteurs. Sur une personne normale? Sur une personne normale, je oserais dire qu'il n'y a rien de normal dans le fait de décliner. On ne devrait jamais décliner. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on sait très bien qu'on commence à perdre des neurones au-delà de 20-25 ans. On sait très bien qu'on commence à baisser notre taux de testostérone à partir, en fonction des personnes, de 45-50 ans, avec 1% à peu près tous les ans, en gros, quelque chose comme ça. Après, il y a des phases. On sait très bien que, voilà, par exemple, la quarantaine est une phase, que 50 est une phase. Alors, j'ai plus exactement en mémoire, d'après les études, vraiment les grands basculements, mais il y a des phases où finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de petite poussée d'accélération. Et la grosse poussée d'accélération où vraiment on se dit, c'est vraiment l'objectif à avoir, c'est 80 ans. Globalement, tu vois bien autour de toi, les gens jusqu'à 80 ans, ça va à peu près. Et à partir de 80 ans, c'est la débandade. Tout le monde commence à décliner, et souvent relativement vite, finalement. Et souvent, la mort se situe entre 80 et 90 ans. Plutôt quand on a en plus des maladies chroniques. Mais c'est pour ça que ce qui est vraiment l'objectif, moi je ne crois pas vraiment au fait qu'on va aller pouvoir vivre jusqu'à 120, 130, 150 ans. Bah, tout ça, pourquoi pas à la rigueur, mais c'est pas vraiment, je pense, l'objectif dans un premier temps à avoir. Moi, je pense que l'objectif à avoir, c'est ce que j'appelle l'objectif 90. C'est-à-dire, ce n'est plus à partir de 80 ans qu'il y aura ce grand déclin, mais chercher à ce que ce grand déclin soit plutôt à partir de 90 ans et qu'on soit encore globalement bien à ces âges-là. Ok. Alors il y a une différence aussi, il y a beaucoup de gens qui traquent tout, leurs calories, leur sommeil, et des fois ça devient un petit peu maladif, Tout à fait. et ça empiète même sur la santé mentale. S'ils se réveillent et que l'indicateur est à 18% sur le sommeil, alors qu'ils se réveillent du bon pied et ils sont en forme, ils vont passer une mauvaise journée. Exactement. Et est-ce qu'on peut venir là-dessus justement, et quelle est toi, ta vision là-dessus? Alors, de toute façon, moi je trouve que c'est toujours la même chose. C'est un indicateur. Le meilleur indicateur, c'est comment on se sent. Finalement, on n'a pas de mesure réellement précise de l'activité des mitochondries. Alors, on peut doser tel et tel métabolite, on peut doser tel et tel antioxydant, on peut mesurer la VO2 max, qui est un bon indicateur indirect des mitochondries. Mais finalement, on n'a pas vraiment de moyen de mesurer l'activité des mitochondries. Le meilleur indicateur des mitochondries, c'est « Oh, je me sens en super forme ». Voilà, et ça, c'est super. Et on n'a pas besoin d'une montre connectée pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir les montres connectées ou les bacs connectés avec un certain recul. C'est-à-dire de se dire « Ok, là, je me sens en forme. Effectivement, c'est corroboré par ma montre.
Tiens, ce soir, je vais tester quelque chose. D'habitude, je regarde une série jusqu'à 22 heures. Là, je ne vais pas le faire et je vais voir l'influence que ça aura sur mon sommeil, tant au niveau subjectif qu'objectif avec ma montre. Et là, on fait des petites recherches de corrélation. En fait, l'intérêt de ce tracking, qui doit tout le temps être corrélé à notre sensation personnelle, ça permet de tester. En fait, c'est test and learn. C'est-à-dire, souvent on dit, ben oui, il ne faut pas regarder la lumière bleue le soir pour bien dormir, il faut éviter le café après 14 heures, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, blabla, tout ça. Oui, c'est vrai, mais on est tous différents. La question, c'est, voilà une routine, tu la testes. Si effectivement, elle fonctionne tant sur le plan objectif que subjectif, tu l'implémentes. Si elle ne fonctionne pas, tu passes à une autre. Ça permet en fait de se tester. Il y a toujours cette phrase, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Donc, on mesure. Mais je veux dire, c'est pas la peine de chercher des choses compliquées. Juste le fait de prendre sa température. Quand on prend sa température, on fait du tracking, hein, en fait. Tiens, je prends ma température. Et là aussi, c'est intéressant parce que parfois, tu peux très bien te sentir bien. Tu prends ta température et tu es à 38. Et puis parfois, tu te sens vraiment fracasse. Tu regardes 37,2, tu dis, ah bah, pourtant, je suis fracasse. Et voilà, il n'y a pas toujours une corrélation entre ce qu'on obtient et la sensation subjective. Mais moi, je reste toujours le subjectif avant tout. Ça dépend énormément des individus également, Bien sûr. en fonction de l'heure de la journée, plein de critères. Bien sûr, il différents. y a plein de critères. Donc, moi, je dis là encore, je reviens à ce que je disais, la différence entre le normal et le pathologique, c'est la souffrance. Si avoir une montre connectée, un bracelet connecté, d'ailleurs, bah, je me suis même pas équipé, j'aurais fait de la pub. À partir du moment où on a des objets connectés et on se dit, bah, ça me permet d'être bien, je suis bien avec ça parce que ça m'aide, ça me guide dans mes routines sportives, ça me guide pour implémenter des nouvelles routines. Ça, c'est super, mais si effectivement ça devient obsessionnel, c'est pas OK. L'orthorexie, la bigorexie, hein, donc être obsédé par rapport à son alimentation ou être accro au sport, c'est presque des maladies mentales. Donc, non, il faut revenir toujours à un peu de sagesse. La différence entre normal et pathologique, c'est la souffrance. Alors une personne qui veut aujourd'hui ou demain commencer déjà à ralentir son vieillissement ou simplement être en bonne santé et voir plus tard pour les prochaines années, les prochaines décennies, qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite En mettre en fait, place il faut toujours venir à ce que je dirais les 4 éléments de base. Donc, les 4 éléments de base, je veux dire, c'est de l'hygiène de vie de base, hein. C'est manger à peu près sain, donc éviter trop de sucre, éviter les graisses, les aliments transformés, etc. Faire une activité physique, au moins de la marche. 7000 pas, ça serait super, mais en tout cas, au moins de la marche tous les jours, éventuellement de la musculation régulièrement, faire de temps en temps du stretching ou des choses comme ça. Voilà. Avoir un sommeil de qualité, du moins faire en sorte d'avoir un sommeil de qualité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et faire en sorte, là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, de gérer son stress. Là, c'est les quatre piliers. Alors, ça, je fais juste une petite digression, mais il y avait des personnes au début, quand je parlais biohacking, qui disaient, bah oui, mais en fait, le biohacking, c'est de la naturopathie, quoi. Faut juste bien manger, bien dormir. Je dis, bah oui, mais non, c'est pas du biohacking. En fait, bien manger, bien dormir, pas trop stresser et faire du sport, c'est pas ça le biohacking, hein. Ça, c'est juste de l'hygiène de vie de du bon base. sens. C'est du bon sens. Le biohacking, c'est justement le step d'après, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux avoir comme prise de sang pour vérifier comment ça se passe, justement, ces 4 piliers, quels vont être les tests physiologiques qui vont me permettre de vérifier ces 4 piliers, quels sont éventuellement les compléments alimentaires, voire les médicaments que je peux prendre, quelles sont éventuellement je dirais les investigations médicales qu'il faut que je fasse derrière. Donc ça va bien au-delà. Et je dirais presque, le biohacking, entre guillemets, dans son concept, il n'a pas de limite. On parlait tout à l'heure de Brian Johnson. Brian Johnson, évidemment, il est too much. Mais je veux dire, ce que fait Brian Johnson, et là on se dit il est complètement perché, ça se trouve dans 10 ans, on fera tout ce que fait Brian Johnson. Et ça semblera peut-être normal dans 10 ans de s'injecter des cellules souches. Peut-être que ça fera partie voilà, des traitements habituels. Je veux dire, moi j'ai des problèmes au genou. J'ai des genoux assez fragiles parce que j'ai des accidents un peu embêtants. Personnellement, quelque chose qui m'a beaucoup sauvé, ça a été ce qu'on appelle le PRP. Le PRP, c'est on prend mon propre plasma, on le centrifuge et on me l'injecte dans les genoux. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça du biohacking? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut appeler ça de la thérapie génique? Non, mais en tout cas, c'est l'utilisation d'un produit de mon propre corps qui sera injecté à un endroit où il n'est pas censé être pour pouvoir améliorer mes capacités articulaires. Et finalement, je dis, le biohacking, il n'a pas vraiment
il n'a pas de limite dans son concept. L'idée, c'est de faire en sorte, justement, d'éviter, je dirais, cette espèce de mainmise de la génétique. On avait l'impression dans le temps qu'on a tel gène, on n'a pas le choix, on va avoir telle problématique. Eh bien, effectivement, finalement, le biohacking, pour moi, c'est un outil de souveraineté. C'est-à-dire, je refuse la fatalité, finalement, de la génétique pour pouvoir prendre le contrôle de ma vie. Alors, tu vois, par exemple, moi, mes parents, mon père, diabète, cholestérol, hypertension, surpoids, leucémie. Ma mère, maladie auto-immune, maladie de la thyroïde, maladie vasculaire et Alzheimer. Donc, je veux dire, génétiquement, spontanément, je n'ai pas tiré les meilleurs, les meilleurs gènes, cartes. probablement. Mais finalement, c'est là où je me dis, le biohacking, ça va être tout ce que je peux faire au quotidien à travers des routines, à travers éventuellement des compléments alimentaires, voire des médicaments pour éviter justement d'avoir ça. Et quand on parle parfois d'âge biologique, là encore, j'insiste bien, l'âge biologique, c'est comme les bilans, c'est-à-dire que c'est vraiment une vision extrêmement précise sur très peu de paramètres. Dernièrement, j'ai fait une prise de sang et sur un certain paramètre, j'ai 35 ans. Donc, comme j'en ai 53, ça fait moins 18. Donc j'étais très content de voir ça. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis sûr que sur une VO2 max, je ne pense pas que j'ai une VO2 max de quelqu'un de 35 ans. Donc c'est important, là encore, de ne pas rester focus sur une seule analyse. Un âge biologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a différents moyens de mesurer ça. Il y a des moyens simples par des prises de sang, ce qu'on appelle le PhenoEdge. Il y a la VO2 max. Il y a des moyens un peu plus complexes, comme par exemple l'horloge d'Horvath, qui va chercher des dérivés méthylés, on appelle ça la méthylation sur l'ADN. Après, il y a d'autres horloges, il y a le grimage, le Needing Pace. Donc, il y a différentes horloges qui permettent de mesurer l'âge biologique, mais là encore, ce n'est pas une donnée absolue et rigide. C'est juste à mettre en perspective avec un individu complet. Il faut prendre dans l'ensemble, justement, et voir les Toujours. variations également. Et toujours, voilà, tous là les encore, mois, toutes les semaines. les variations. Parce que dans l'absolu, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un âge biologique qui est de temps? Ça ne veut rien dire. Ah, ça satisfait l'ego. Ça, c'est sûr, quand j'ai vu que j'avais 35 ans, j'étais ravi. C'est pour la santé mentale. Pour la santé mentale, j'étais très content. Il y a un facteur qu'on évoque très rarement, qui est le risque de la sédentarité. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'on pourra après parler également des zones bleues. Tout à fait. Je te lance justement sur la sédentarité. Eh bien, la logique aurait voulu que nous ne soyons pas assis pour cette interview, mais que nous soyons tous les deux sur un tapis roulant. Ça aurait été un petit peu compliqué, un petit peu bruyant, mais en tout cas, effectivement, la sédentarité, c'est un poison, on l'appelle parfois le nouveau tabac. Et c'est vraiment un problème. En fait, le corps n'est pas fait pour rester assis, de toute façon. Le corps n'est pas fait non plus pour rester debout avec un téléphone comme ça. C'est pas terrible pour les muscles de la nuque. Mais quoi qu'il en soit, en fait, effectivement, le corps, il est fait pour bouger. Il y a une donnée qui est importante à toujours prendre en considération. Nous sommes à 99%, voire plus, identiques à nos lointains ancêtres. Nos lointains ancêtres, ils ne restaient pas assis. Non. Ils étaient tout le temps en mouvement. La plupart des ancêtres des personnes actuelles étaient paysans, enfin, travaillaient la terre, ou même s'ils étaient nobles, à ce moment-là, peut-être, je sais pas, ils étaient chevaliers, ils allaient à la guerre, enfin, en tout cas, ils bougeaient. Et le corps, il n'est pas fait pour rester immobile. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, où à toute heure du jour et de la nuit, sans bouger, on peut manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Je veux dire, ça s'est jamais vu. Il est 2 heures du mat, tu veux te faire un burger, un kebab, je vais vraiment dans l'extrême, tu peux trouver. Sans bouger de son canapé. Sans bouger de son canapé. Et c'est quand même fou. Alors qu'avant, tu voulais bouffer, fallait courir après la bête. Et finalement, on se retrouve dans un espèce de confort qui finit par nous tuer. Moi, je me souviens, je suis plus de la génération de tes parents, mais quand j'étais petit, on avait une télé noir et blanc. Et en fait, il fallait qu'on se lève pour changer les chaînes. Déjà, on n'avait que 3 chaînes, donc si tu veux, c'était un peu limité. Mais il fallait qu'on se lève pour changer la chaîne. Puis une fois qu'on avait changé la chaîne, il fallait qu'on tourne l'antenne pour trouver la meilleure image possible. Et donc, ça paraît tout bête, mais en fait, à chaque fois, on devait se lever, bouger l'antenne. Maintenant, tu es dans ton canapé, tu as 200 chaînes, tu bouges pas, et tu as ton paquet de chips, et puis c'est OK, quoi. Voilà, c'est pas pour faire retournons dans le passé avant c'était mieux. Non, c'est pas vrai. Je pense que les paysans de l'ancien temps, ils préféraient vivre à notre époque. Mais c'est important aussi de
de comprendre que notre corps, il a été fait pour certaines choses. Il n'a pas été fait pour manger tout et n'importe quoi. Il n'est pas fait pour être sédentaire. Il n'est pas fait pour stresser parce que, oh tiens, j'ai une notification, parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Facebook. Il n'est pas fait pour ça, notre corps. Il est fait pour bouger, il est fait pour parfois être en carence, parce que finalement, notre corps, il est aussi fait pour connaître parfois la disette, hein, le fait d'avoir des périodes où on ne pouvait pas manger tous les jours des protéines. Alors évidemment, c'est important de manger des protéines, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, notre corps, il est quand même relativement résilient et finalement, on voit bien, par exemple, pour ceux qui font des jeûnes relativement longs, ils ne se retrouvent pas en hypoglycémie, ils ne se retrouvent pas non plus dans un état de santé lamentable. Non, le corps est résilient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, quand je disais tous ces besoins du corps, quand on dit par exemple il faut manger des fruits et des légumes, oui, bien sûr, il faut manger des fruits et des légumes, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que les Esquimaux, ils mangent des fruits et des légumes? Bah non, non, et ça les empêche pas de vivre. Donc là encore, c'est vraiment important de se rappeler des choses importantes et essentielles. Le plus possible, se rapprocher de ce que notre corps a besoin biologiquement. Et dans notre environnement également. Et l'environnement également. Bah, l'environnement, il est pollué. On mange on mange tel ou tel aliment. On dit qu'il y a du cadmium. Là, c'est le truc qui excite tout le monde. Là, le cadmium. Il y a, je sais pas, il y a d'autres métaux lourds. Il y a du plomb dans le thon, poisson, dans le thon. Enfin bon, on en finit plus, quoi. Bah, finalement, on a un environnement qui, certes, est pas forcément bon pour notre santé. Mais là encore, je reviens sur le fait qu'on est résilient et quelque part, alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, la pollution actuelle, mais c'est un peu l'hormèse de l'être actuel. Finalement, on s'oblige à arriver à vivre dans un environnement qui est totalement pourri, quoi. Et là encore, quand je parlais des personnes du passé, ça se trouve, avec une machine à voyager dans le temps, on ramènerait quelqu'un du Moyen-Âge à notre époque, peut-être, je dis n'importe quoi, qu'en une semaine, il meurt étouffé par la pollution. Donc voilà, cette pollution, c'est pas bien, mais c'est peut-être notre hormèse. Et c'est le propre à l'humain, c'est de s'adapter dans n'importe quel environnement. Toujours. Et ça, au fil des ans. C'est Peut-être incroyable. que ça nous tuera, certainement. Pardon Au bout du compte, ça nous tuera, certainement. Ah, ça finira par nous tuer, oui, mais en tout cas, avant, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ça. Pour conclure, si toi tu devais demain repartir de zéro, Ouais. avec ton corps, avec ton esprit, qu'est-ce que tu ferais? Waouh. Plus simple, quelle est ta non. routine Ah bah, en fait, si tu en as une ou... moi, je suis quelqu'un qui aime bien changer, varier, tester, et j'arrive pas à avoir une routine fixe. Je suis pas assez discipliné pour ça. J'en change régulièrement parce que j'aime bien tester. Je suis pas mal dans l'esprit observateur, explorateur, et j'aime bien tester, mais ce que je dis, c'est que le problème des routines, c'est que ça se prend énormément de temps. Et on se dit, oh, le matin, j'ai pas le temps. Donc, moi, j'aime bien faire en sorte de cumuler les routines. Par exemple, quand je dis que c'est bien de voir la lumière du jour, bah, en hiver, c'est moins facile. Donc, j'ai des luminettes qui me donnent la lumière du jour. Et pendant que je fais mon temps avec les luminettes, je fais des étirements et j'écoute un podcast. Donc, tu vois, je fais en sorte de regrouper les choses. Quand je suis en train, mettons, je sais pas, de préparer quelque chose ou de consulter mes mails ou j'en sais rien, j'ai par exemple un masque avec de la lumière rouge. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de compresser les routines pour faire le maximum en un minimum de temps. Tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé à un moment du HIIT, notamment du Tabata, cette méthode qui permettrait de faire du sport en 4 minutes. C'est pas énorme, 4 minutes, mais c'est un système qui est pas mal parce que justement, avec cette alternance de j'y vais à fond et je me relaxe, on oblige le cœur quand même à accélérer assez vite sur une période très très courte. Et finalement, 4 minutes, c'est rien dans une journée. Voilà, ça fait partie de ces solutions que je trouve intéressantes. Ça permet de compresser le temps à faire ces routines et faire le maximum en un minimum de temps. C'est un peu esprit Pareto 80-20. Productivité, à son voilà. paroxysme. Ok, très bien. Merci beaucoup, Denis, Merci à toi. pour cet échange. J'invite nos auditeurs à lire tes livres, à te retrouver sur les réseaux. Tu fais des petites vidéos et également tu as écrit un article en collaboration avec Forbes. Très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot pour la fin? Moi, j'ai écrit effectivement plusieurs articles dans Forbes. Je suis sur Insta, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis beaucoup sur LinkedIn. Et effectivement, donc j'ai 2 livres qui vont sortir.
un livre chez Erol, Biohacking pour les entrepreneurs, donc un livre plutôt corporate, notamment où je parle de la prévention du burn-out et comment les outils du biohacking peuvent accompagner les défis des entrepreneurs. Et puis un livre plus grand public chez Larousse sur la longévité. Alors, hasard du calendrier, les deux ils sortent à une semaine d'intervalle. J'aurais préféré qu'il y ait un peu de différence entre les deux, mais en tout cas, les deux sont super et n'hésitez pas à acheter les deux. Je mets toutes les informations en description. Voilà, là Voilà. ou là ou là. C'est en dessous. Ah, d'accord. Merci encore. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute sur ce podcast, mais j'ai un cadeau pour vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fondé Aura, une plateforme qui optimise votre longévité et votre santé pour libérer votre plein potentiel, tant sur le plan cognitif que physique. Comment ça marche? C'est très simple. D'abord, vous connectez vos wearables, que ce soit Apple Watch, Whoop, Garmin, Suunto, Strava, on en prend plus de 150 en compte. Par la suite, vous répondez à un questionnaire personnalisé et surtout vos objectifs de vie. Que ce soit la longévité, un objectif physique, perdre du poids ou même pour un entrepreneur pour être plus productif au quotidien. Par la suite, vous recevez des recommandations hebdomadaires basées sur 4 piliers essentiels. Le sport, la nutrition, le sommeil, ainsi que la cognition. Tout cela lié à vos données en temps réel ainsi que vos objectifs de vie. Par exemple, sur le pilier nutrition, vous recevez toutes les semaines tous vos repas au gramme près. Vous avez également sur la plateforme les rétrospectives de votre semaine, une estimation de votre âge biologique, ainsi que votre classement France parmi les membres. Vous avez également plein d'autres features. Pour moi, c'était de réaliser le 10 km en running en moins de 40 minutes. J'ai suivi le plan en 2 mois et j'y suis parvenu en 39 minutes. Tout est 100% personnalisé et s'adapte vraiment à votre mode de vie. Si vous voulez essayer, je vous mets un code de moins 10% pour essayer dès aujourd'hui. Merci à tous et à très vite.